nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. À de Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, à Racaille, du 3 février 2026, où nous allons tenter de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour tout le monde, une émission qui sera consacrée aujourd'hui à Séni Awakamara, une potière sénégalaise qui vient de décéder. Vous pouvez me mettre un petit mot sur mon mail piquecou@free.fr ou des commentaires directement via notre blog artracaille.fr. Dans tout Paris, ce n'est qu'un cri, c'est la dondon de deux. La dondon de deux. La dondon de deux. Pourquoi tous les gens disent c'est la dondon de deux? La dondon de deux. La dondon de deux. Je peux pas le dire. Ça me fait rire. Et mon rire devient du délire. Voilà qu'à mon tour je crie la dondon de deux. La dondon de deux. Et tout le monde répète c'est la dondon de deux. Le dondon de deux. Le dondon de deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Est-ce que c'est une femme? Non, 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 non. Un petit jeu, une réclame? Non, 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 non. Une sortie hippopotame? Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la chanson que tous nous chantons, oui, oui, oui.
Je peux pas le dire, ça me fait rire, et mon rire devient du délire. Je peux pas le dire, ça me fait rire. Pourquoi ça? Je sais pas. La Dondondo du Bourville. Comme introduction, pour dérouler le tapis à mon presse-papier, la femme du dictateur. Le bouffon qui préside aux destinées d'un pays conquis grand, surtout pour sa bêtise. Pas la peine de se triturer ce qui me sert de cervelle pour énoncer ce truisme, qu'un film documentaire se fait des chatouilles et des gratouilles sur la vie, pas très lilas, cerises et roses et pommiers blancs, de la première dame des États-Unis d'Amérique du Nord. Il faut reconnaître qu'elle n'a pas l'avantage d'être unie par les liens sacrés de nom de Dieu, de bon Dieu du mariage, à un type très glamour, qui, ainsi qu'en disait Zarathustra, encore lui, qui se ressemble, ça sent. Mais bon, l'homogamie n'explique pas tout. Ainsi, dans le cas de cet assemblage douteux d'un mannequin émigré slovène et de l'agent orange de la White House, enfant d'un couple dont le papa est un émigré allemand et la maman une écossaise pense de brebis farcies, ce qui n'explique pas pourquoi une telle haine des émigrés donne des boutons au cinglé notoire qui se la joue, quasi-empereur, mais de quoi donc, ma mère? Que c'est peut-être pourquoi je rame aux galères. Mais tout à fait entre nous, je préfère les films de Charlie Chaplin sur le sujet comme, par exemple, Charlot veut se marier. Et qui mieux que cet immense homme de cinéma peut réaliser des films sur ce sujet si délicat? Personne. La conviction que je partage. Alors non, je ne me ferai pas du gras en singeant la terrible critique des médias amerlocs à l'encontre du chef-d'œuvre cinématographique sur la môme Mélania. Je n'ai pas non plus, me semble-t-il, très intelligent de la comparer à Eva Braun, l'épouse, comme chacun devrait le savoir, d'Hitler le sanglant, moins informé des méfaits de son époux que le mannequin du président monomaniaque qui s'affûte pour transformer le monde, le monde, en une dictature une et indivisible pour au moins 1000 ans. Taratata, sonnait Buxin, frappait tambour et agitait les castagnettes. Pour la joie et la bonne humeur des ghettos d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Quelle est pas belle la vie? Comme qui peut se dira qu'il y en a qui ne sont jamais contents. De là sur une raison, non. Après la connerie vient la réflexion. Avant, ce n'est pas le sujet. La meuf à Trump, faut oublier. Des cancanages de boudoir pour souligner la vulgarité du verbiage critique, de sa facilité aussi. Une telle détestation de la politique en toc, ouvrez-moi ou le chasseur me tuera, du plouc qui croit diriger l'état le plus pudépied de notre belle planète bleue, que la déraison investit celui de la raison. Mais que dis, où vais-je? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, mais je n'ai pas écouté ma mère. Ainsi, les poteaux, je vais me faire une petite sieste. Et quand je me réveillerai,
une relecture de ce fouillis de mots et d'idées frelatées fera une petite toilette afin de mieux se présenter. Une nécessité, comme qui dirait nécessaire. Et la nécessité, tout le monde le sait, fait loi. Alors moi j'étais passée complètement à côté de la sortie de ce film. Apparemment donc un film coproduit par Amazon, c'est important de le préciser, dans lequel Amazon a investi 75 millions de dollars, ce qui est ridicule pour Amazon. Melania Trump, elle a touché combien 20 millions de dollars. Et apparemment ce film en 3 jours a déjà pris la 3e place au box-office et a déjà rapporté 7 millions de dollars. On imagine que dans le public, il y a effectivement peut-être tous les magas, tous les curieux qui viennent voir de quoi il s'agit. Oui, non mais il faut dire aussi que la publicité avant la sortie du film, c'est quand même aussi 80 millions de dollars. Voilà, ouais. Donc avec une publicité comme ça, avec en plus la femme du président des États-Unis, voilà, c'est pas étonnant que ça fonctionne au box-office. Ouais. Enfin, c'est pas non plus délirant. En tout cas, il prend la 3e place, alors qu'il y a d'autres films apparemment qui étaient quand même des films vraiment grand public. Et alors, ce film raconte donc les 20 jours qui ont précédé l'investiture de Trump en janvier. Et donc, 25. Cette investiture que j'ai regardée, c'est un petit doc de quelques minutes où on voit Trump essayer d'embrasser sa femme, mais elle a un chapeau dont les rebords sont assez importants, puisque ça lui cache pratiquement la figure. Et Trump, il ne peut pas accéder à ses lèvres, parce qu'il se cogne le front d'abord dans les bords du chapeau. Ouais, mais moi, j'avais vu à cette époque-là, j'ai un souvenir glaçant de leur costume à tous les deux, en bleu marine. Vraiment, il y avait quelque chose de terrible, je trouve, dans leur aspect. Ce qui a été travaillé à dessein, hein, bien sûr, c'est pas par hasard. Oui, non, mais ce qui est le plus glaçant pour moi, c'est le visage de cette First Lady, qui, lui, par contre, n'exprime absolument rien. Elle a des yeux complètement vides, et elle a un visage figé, voilà, glacial. C'est quand même... Ça peut, pour des gens spécialisés dans l'interprétation des visages, ça existe, hein, des gens qui sont spécialisés dans cette lecture, c'est quand même impressionnant. Ouais, enfin bon, avec un peu de chance, au Méliès, on sera épargné par ce film, donc voilà. Mais peut-être pas au Royal Palace à nos gens. Voilà, on sait jamais. Bon, alors moi, je vais retourner un petit peu en Palestine, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, une fois de plus, c'est la culture palestinienne qui est attaquée. Les forces d'occupation israéliennes ont perquisitionné le centre Al-Kamanjati. C'est un camp qui est situé dans un camp de réfugiés de Kalandia, qui appartient à l'association des femmes du camp. Et lors de ces opérations, les forces d'occupation ont détruit l'ensemble des instruments de musique qui étaient présents dans ce centre et ont causé d'importants dégâts à ces installations et son contenu. Voilà, ça fait 18 ans que ce centre constitue un espace culturel, éducatif, essentiel pour les enfants, les jeunes, les femmes. Il propose des cours de musique, des activités artistiques, des programmes destinés aux femmes des camps et des zones environnantes. Et cette attaque brutale donc s'inscrit toujours dans ce contexte de ciblage et systématique des centres culturels et communautaires. Donc les membres du personnel de cette association affirment que de telles actions ne vont pas les détourner de leur mission culturelle et nationale. Au contraire, ça renforcera leur détermination à poursuivre leur travail et à promouvoir cette culture palestinienne et à servir les élèves, les enfants et les jeunes. Oui, mais il faut aussi reconnaître que les instruments de musique terroristes, hein, ils ne peuvent pas exister dans une colonie européenne en Palestine. Voilà, c'est des instruments de musique, vous vous rendez compte, mais c'est pire que des grenades offensives. Alors, je rappelle que Al-Kamanjati est une association culturelle qui avait été créée à l'initiative de Ramzi Abou Redouane, qui est un joueur d'alto et de bouzou, qui est devenu célèbre sur la scène internationale. J'avais assisté grâce à Marie-France à un concert à Montreuil de cette association, et c'est là que je m'étais un peu rapprochée de leur histoire et que j'avais trouvé intéressant. Ramzi, lui, a grandi près de Ramallah dans un camp de réfugiés, et donc où sa famille a été obligée de s'installer, bien sûr, suite à la Nakba, et en fait il a été confronté à la première intifada d'une manière assez violente, et ensuite donc il s'est intéressé à la musique
musique, et il a créé ce centre d'initiation et de lien autour de la musique. Et à Angers, il y a une association aussi, Al-Kamanjati, qui travaille avec des enfants et des adultes. Donc moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je les suis, que j'ai adhéré à leur association, et donc l'association française lève des fonds, et grâce à l'organisation de concerts. Malheureusement, à part ce concert à Montreuil, ce sont souvent des concerts aux alentours d'Angers ou à Angers, donc j'ai pas pu à nouveau les écouter, mais ils participent à des festivals, à des événements culturels, donc voilà, il y a toujours ce soutien qui est là, et j'ai vu qu'il y avait aussi un soutien en Italie. Tu peux rappeler qui est Marie-France ? Bon, Marie-France, c'est une adhérente de la FPS et de l'UJFP, avec qui on avait eu un contact très chaleureux et de soutien quand on a eu des soucis à Radio Libertaire, quoi. Et donc voilà. Alors sinon, on sait bien qu'on est en pleine période de cessez-le-feu, ce qui n'empêche pas des civils gazaouis d'être tous les jours assassinés. Et là, c'est pareil, c'est par la FPS qu'il y a cette info du massacre d'une famille à Khan Younes. Et c'est 7 membres de la même famille qui ont été assassinés. Il y a le grand-père, il y a 3 de ses fils, 3 de ses petits-enfants, et qui ont été tués à l'aube il y a quelques jours à la suite du bombardement israélien d'une tente qui abritait des déplacés dans une zone au nord de la ville de Khan Younes. J'ai vu aux infos le papa. D'accord. Qui relatait l'histoire. Ouais. Et donc là, bien sûr, Israël va toujours dire, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il s'agit d'un objectif militaire, des caches d'armes, du chef du Hamas, l'entrée d'un tunnel, voilà. En attendant, c'est quand même bien une tente de civils déplacés sur hors d'Israël qui fuyaient la mort, qui a été transformée en fosse commune. Et dernièrement, hier ou avant-hier, ou un peu avant, 38 morts en une journée à Gaza, malgré la soi-disant trêve, etc. Ce qui est curieux, c'est que cette trêve, elle est plus ou moins respectée par le Hamas, d'après les informations qu'on a, mais pas du tout par Israël. Ouais, c'est désespérant en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors je vais revenir sur l'ICE, ce corps de police qui assassine les manifestants, qui a tué à Minneapolis 2 personnes. Et en fait, l'ICE a un bureau à Tel Aviv. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ICE mène des enquêtes internationales en partenariat étroit avec des autorités israéliennes comme le Shin Bet. Et son objectif, c'est de prévenir des menaces avant qu'elles n'atteignent les USA, avec un focus sur l'application des lois US extraterritoriales. Donc c'est un bureau qui facilite des échanges de formation, où l'ICE apprend des techniques israéliennes de contre-terrorisme, tout ce qui est checkpoint, surveillance, profilage, et ça c'est appliqué ensuite au raid US, et ça offre des contrats avec des firmes israéliennes, des firmes comme Elbit et tout ça, et parce qu'en fait c'est appliqué aux manifestants américains, ce qu'ils appliquent sur les Palestiniens. Donc ils peuvent dire qu'ils ont une formation de terrain et que tout a été déjà testé en fait. Voilà. Donc c'est un peu glaçant. Je voudrais aussi dire que le Capgemini américain, la société américaine qui est compromise avec l'ICE, est vendue par Capgemini, la maison centrale, voilà, pour s'en débarrasser, parce qu'ils ne veulent pas être mêlés à des histoires pareilles. Voilà. Et donc, depuis plus de décennies, il faut savoir que des agents et des cadres de l'ICE entretiennent des relations avec des groupes de pression israéliens qui participent à des programmes de formation et d'échange avec les forces d'occupation israéliennes. Et les liens entre l'ICE, qui dispose donc d'un budget militaire, et Tsahal sont plus profonds. En 2014, le géant américain de la technologie Palantir a signé un contrat avec l'ICE pour un système de gestion des dossiers. Donc Palantir qui a développé avec l'armée israélienne une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'identifier des cibles prioritaires, qui a été qualifiée effectivement de l'histoire générée par l'IA. C'est pour ça qu'après effectivement il y a cette finesse à cibler des gens. Donc voilà, non seulement il y a des techniques violentes employées par l'armée d'occupation illégale qui commet un génocide à Gaza, qui sont exportées vers les villes américaines, donc par le biais d'organismes comme l'ICE, et il existe bien sûr un lien idéologique manifeste entre l'ICE et l'armée israélienne. De plus, le même complexe militaro-industriel de surveillance est présent dans les deux. Voilà, moi quand j'ai vu ça, j'étais un peu étonnée. Enfin voilà, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait un lien aussi étroit, quoi. Ça t'étonne ? Alors sinon, dans des nouvelles qui sont un peu plus souriantes, l'Espagne régularise des sans-papiers.
En fait, elle régularise 500 000 personnes. C'est le nombre de personnes qui est concerné par ce plan de régularisation des sans-papiers que s'apprête à adopter le gouvernement espagnol de gauche. C'est ce qui a été annoncé la semaine dernière par le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Sécurité sociale et des migrations. Effectivement, c'est une mesure qui vise à donner de l'élan à l'économie nationale et qui permettra à environ 1 million de personnes qui se trouvent en Espagne depuis au moins 5 mois, qui seraient arrivées avant la fin de l'année 2025, d'être régularisées pour travailler dans n'importe quel secteur partout dans le pays. Donc en fait, à partir du mois d'avril, toutes les demandes pourront être déposées jusqu'au 30 juin. Et ce que nous faisons, effectivement, explique la ministre, c'est reconnaître et donner de la dignité, offrir des garanties, des opportunités et des droits aux personnes qui se trouvent déjà dans le pays. Et donc c'est favorable à une politique d'accueil. Et en fait, il y a des raisons aussi très économiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gens vont travailler, vont rapporter du PIB, eux après vont pouvoir consommer, s'installer. Enfin, c'est très intelligent, c'est exactement ce qu'ils devraient faire partout. Partout, on devrait augmenter des salaires, on devrait régulariser des gens. Enfin, ça me paraît tellement logique comme démarche. Et donc, pour faciliter cette mise en œuvre, la mise en œuvre de cette mesure, le gouvernement du Premier ministre, donc Pedro Sánchez, lui adopte un décret royal. C'est une réglementation qui est prévue dans la Constitution, qui doit ensuite être publiée au journal officiel sans passer par un vote du Parlement, où donc l'exécutif ne dispose pas de majorité. Voilà, donc l'annonce des régularisations massives destinée à soutenir cette économie qui a le vent en poupe est intervenue après une réunion entre le gouvernement et son allié d'extrême gauche, Podemos. Ça, je trouve que c'est quand même oui, c'est moins faux cul que, si vous voulez, les espèces d'atermoiements, de bidouillage, etc., du ministère de l'Intérieur français, du ministère de la Justice français, du ministère du Travail français, enfin des gouvernances françaises toujours aussi faux cul, toujours aussi colonialistes, voilà, qui tirent des profits colossaux de l'immigration clandestine, et qui nous font croire derrière, avec le soutien évidemment, ou même le leadership du Front National, que ces immigrés ruinent la France, etc., etc. Alors que c'est absolument le contraire qui se passe. Bien sûr. Et moi, je passe souvent devant la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le matin, vers 9h, 10h, et là, on voit des files énormes par tous les temps. Il y a une petite verrière qui les protège, mais enfin, il y a la moitié du cortège de gens qui attendent pour avoir des papiers à la préfecture, et devant la grille de cette préfecture, il y a tout un tas d'informations en français uniquement, alors que la plupart des gens qui sont là ne parlent pas français. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une espèce de pays complètement caricatural. Voilà, Chaplin a fait des films un peu aussi sur l'immigration à son époque, et ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Et encore à nos gens, ils ont rajouté finalement une barrière pour éviter que quand il pleuve, ils prennent la pluie pendant 1 heure. Ça, c'est voilà. Oui, non, mais c'est pour le tiers des gens qui attendent. Exactement. Parce que oui, je suis ceux d'accord. qui sont en dehors de la verrière, ils prennent la flotte. toute la sauce. Ouais. Non, mais. Non, mais c'est.
C'était Win al-Malayin, une chanson chantée par Julia Boutros, une Libanaise chrétienne.